dans un premier cycle de vidéos dédié à l'innovation dans l'industrie de la partition de musique, alors que nous en apprenions plus sur l'impression de partition au niveau technologique, nous avions constaté que, régulièrement, depuis le XIXe siècle, les éditeurs de partitions doivent faire face à la fois à l'innovation technologique de la concurrence, aux ordonnances de droit national et au mouvement du marché global de la partition. C'est pourquoi l'objectif du deuxième cycle de vidéos a été d'examiner les tactiques et stratégies des éditeurs de musique européens et américains du XIXe siècle pour protéger leurs droits d'auteur, au travers de cas légaux. Dans ce troisième et dernier cycle, nous allons nous intéresser à la transmission et à la conservation des partitions écrites par ces trois génies de la musique que sont Bach, Mozart et Beethoven. Il ne sera bien évidemment question que d'épingler, pour chacun des trois maîtres, qu'un aspect de cette transmission, qui ne concernera plus ni la technologie, ni le droit, mais la manière dont leur musique elle-même a pu faire l'objet d'un projet innovant, lors d'une de leurs éditions, qu'il s'agisse d'une toute première édition sur papier, de la digitalisation de leur œuvre ou de leur préservation dans un lieu tel qu'une bibliothèque. Commençons par examiner le cas de Bach. Bien que le développement étonnant de la composition purement instrumentale sous les plumes de Mozart et Beethoven semble faire de l'ombre aux œuvres instrumentales de Bach et Handel, il faut reconnaître que, en matière de composition vocale, le monde a produit très peu de choses qui peuvent soutenir la comparaison avec leurs oratorios et cantates monumentaux. En parcourant les pages d'une partition de Bach ou de Handel, nous sommes surpris de la maigreur apparente de la partie instrumentale. Alors que les voix sont traitées avec tout le soin élaboré qui caractérisait le style des compositeurs, l'accompagnement instrumental semble avoir été volontairement négligé. Dans certains endroits, l'accompagnement orchestral est élaboré avec la même finesse que les parties vocales, mais dans d'autres, nous ne trouvons rien de plus qu'une basse instrumentale pour soutenir les voix. Cependant, en y regardant de plus près, les connaisseurs de Bach et Handel remarquent que cette basse est, dans la plupart des cas, accompagnée d'une curieuse série de chiffres qui n'est évidemment pas là pour rien. En fait, Bach et Handel avaient l'habitude d'écrire une grande partie de leur musique de cette manière qualifiée par les musiciens de basse chiffrée. Partout où il semble y avoir un manque d'accompagnement instrumental dans les partitions de Bach et Handel, nous pouvons être sûrs que la basse contient le germe à partir duquel cet accompagnement doit être développé. Cette basse est appelée le continuo ou le basso continuo, et jusqu'à ce qu'elle soit développée en pleine harmonie, jusqu'à ce que les fréquentes lacunes de la partition soient comblées, une exécution adéquate de l'œuvre n'est pas possible. À l'époque des compositeurs, ce remplissage se faisait selon toute probabilité par eux-mêmes, ou sous leur direction, sur l'orgue ou le clavecin. Pour distinguer les parties qui ont été écrites par les compositeurs eux-mêmes des ajouts indispensables à la partition faite par d'autres mains, les premières sont appelées parties originales, les seconds sont généralement connus sous le nom d'accompagnement supplémentaire. Il y eut de nombreuses et longues discussions au sujet du contenu de ces accompagnements. C'est notamment dû au fait que, en ce qui concerne la familiarité du public avec les œuvres de Bach, ce dernier est pratiquement un compositeur plus moderne que Beethoven. Plus clairement dit, la reconnaissance publique de ses œuvres est d'une date beaucoup plus récente. Pendant une longue période qui s'étend jusqu'au premier quart du XIXe siècle, au cours de laquelle les œuvres de Haydn et Mozart étaient devenues aussi familières que des œuvres littéraires, et que Beethoven, Weber, Mendelssohn et Schumann étaient fort connus et admirés, Bach n'était connu que de nom, sauf pour un petit nombre de personnes très cultivées. Les organistes connaissaient ses œuvres pour orgue et son, clavier bien tempéré, avaient été plus ou moins étudiés par des musiciens, mais ses oratorios et cantates étaient presque inconnus. Tout le monde sait à quel point Mendelssohn, aidé par quelques autres personnes, a travaillé dur pour mettre le grand public en relation directe avec certaines des compositions les plus importantes de Bach. La tâche était ardue, car presque toutes les œuvres vocales de Bach étaient quasiment introuvables. Cependant, en 1824, Mendelssohn, qui venait de recevoir la partition de la Passion selon saint Matthieu de Bach des mains de sa grand-mère maternelle, la fit jouer à Leipzig, dans l'église Saint-Thomas, là même où Bach avait occupé le poste d'organiste, ainsi qu'une ou deux de ses suites orchestrales.
La représentation annuelle de la Passion le Vendredi Saint devint d'ailleurs rapidement un rendez-vous incontournable, faisant se déplacer de nombreuses personnes provenant de toute l'Allemagne du Nord. Les fruits des efforts acharnés de Mendelssohn pour la cause de Bach se limitèrent cependant à cela. Peu de personnes connaissaient et encore moins se souciaient de l'existence des quelques 300 cantates d'église provenant de la plume du grand maître. Très peu soupçonnaient en effet le fait que ces cantates portaient l'une des mines de richesse musicale les plus précieuses que le monde ait jamais possédées. Ce n'est que quelque temps après la disparition de Mendelssohn que le monde commença à apprendre quelque chose à leur sujet. Pour Handel, la situation était quelque peu différente. Bien que ses œuvres n'avaient jamais, au temps de Mendelssohn, connu une grande popularité en Allemagne, les quelques musiciens et savants qui s'intéressaient à lui avaient pris des mesures plus actives pour faire jouer ses oratorios en public que les amoureux de Bach, de leur côté, témoignant de la grande prépondérance des œuvres vocales de Handel. Ces œuvres avaient fait l'objet d'ajouts supplémentaires avant celles de Bach, pour lesquels un travail similaire n'avait été fait qu'au temps de Mendelssohn. Beaucoup d'ajouts dans les partitions de Handel, y compris ceux faits par Mozart, avaient donné naissance à des partitions prêtes à être utilisées par les sociétés chorales, alors que pour Bach, presque rien n'existait sous une forme exécutable. Le monde s'en souciait cependant assez peu, alors, car les nouvelles œuvres de Mendelssohn et Schumann retenaient tour à tour tout l'intérêt du public, de même que celles de Weber, qui attisait l'attention de chacun, et celle de Wagner qui, en plus de susciter des discussions autour de ses drames musicaux, suscitait, par ses écrits, des discussions autour de la théorie musicale. Pourtant, les vrais amoureux de Bach et de Handel n'étaient pas inactifs. 3 ans après le décès de Mendelssohn, soit en 1847, plusieurs musiciens et intellectuels désireux de les faire connaître se réunirent à Leipzig, pour débattre de la possibilité de publier une édition complète des œuvres de Bach. Ils décidèrent que cela se ferait en proposant un abonnement, car la demande pour les obtenir n'était pas encore très élevée. La société Bach, qui comptait Schumann parmi ses membres fondateurs, mais aussi l'éditeur de partitions Breitkopf et Hartel, avait bien sûr chargé cette maison d'assurer l'édition critique et la publication de l'œuvre de Bach. Le 18 juillet 1850, qui marquait le centenaire de la mort de Bach, une circulaire officielle sollicitant des abonnements fut envoyée dans toute l'Allemagne. En retour, les demandes d'abonnement arrivèrent assez rapidement, et parmi une foule de noms sur la liste, on trouvait notamment celui de Liszt. Le premier volume publié par Breitkopf et Hartel, contenant les partitions de 10 cantates d'église, parut en décembre 1851. Une liste reprenant le nom des abonnés fut imprimée avec le volume, où ils étaient classés selon leur lieu de résidence. Cette liste mentionne notamment un habitant de Boston, aux États-Unis. La publication de l'œuvre de Bach se poursuivit, volume après volume. Cependant, en dépit de ces travaux de la société Bach, qui étaient, avant tout, d'abord motivés par un intérêt historique et archéologique pour la musique de Bach, plutôt que par un attrait esthétique, l'intérêt du tout public cultivé pour Bach ne se développait pas vraiment. C'est que, dans cette première édition de l'œuvre de Bach, le public ne trouvait qu'une partition incomplète, celle qui se trouvait dans l'état où le compositeur lui-même l'avait laissée. En parallèle à la société Bach, une autre organisation fut créée, la société Handel, dans le but de publier une édition complète des œuvres de ce compositeur. Son fonctionnement fut identique et la publication des partitions de Handel fut, elle aussi, confiée à Breitkopf et Hartel. Le premier volume de l'édition, qui comprenait un oratorio dramatique intitulé Susanne, parut en octobre 1858. Cette fois, l'intérêt esthétique était clair. Le soin apporté aux parties orchestrales des œuvres vocales de Handel le montre. En effet, elles sont accompagnées d'une partie pour orgue ou piano, partie minutieusement écrite, dans laquelle les endroits vides de la partition d'origine furent remplis en se basant sur le contenu de la basse chiffrée. Dans l'édition de Bach, il n'y avait rien de ce genre, donc. Le résultat de ces choix éditoriaux fut que la société Bach présenta une édition des œuvres de ce maître qui était une source historique précieuse pour la compréhension de ses œuvres vocales.
De son côté, la société Rendel avait pris des mesures actives pour rendre les partitions vocales de Handel accessibles aux chorales susceptibles de les utiliser pour des performances réelles devant un public contemporain. Le principal représentant de la société Handel était un dénommé Chris Handé, qui avait beaucoup plus de prestige et d'autorité en matière d'édition, car ses connaissances musicales lui permettaient de remplir les basses chiffrées de Handel. Un autre membre éminent portait le nom de Gervinus, qui, pour la première édition des œuvres de Handel, fournit une traduction en allemand de la plupart des œuvres vocales de Handel, ces œuvres étant à l'origine écrites en anglais. Remarquons ici qu'un dénommé Spita, maître d'école à Eisenach, était quant à lui biographe de Bach, dont il avait été l'élève, et qu'il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur l'écriture d'accompagnements supplémentaires pour les partitions de Bach. C'est pourquoi, avec Chris Handé, il forma une association avec pour objet non seulement l'édition de nombreuses œuvres chorales de Bach pour piano et voix, mais aussi des partitions contenant un accompagnement d'orgue complet, élaboré à partir de la basse chiffrée de Bach. Ils publièrent un premier volume en 1876. Ce travail fut par ailleurs présenté au public. Dans cette présentation, nous avons pu constater que deux sociétés musicales formées en vue d'assurer la pérennité de l'œuvre de deux grands compositeurs ont, à la même époque, opté pour des choix éditoriaux très différents avant de publier leurs partitions. Nous vous inviterons, dans la prochaine vidéo, à prendre connaissance de quelques détails qui concernent les accompagnements ajoutés dans ces partitions. À bientôt sur cette chaîne. En attendant, puisque vous êtes professionnel de l'industrie de la partition de musique, nous vous signalons l'existence du moteur de recherche WayMusic, qui analyse la musique à l'aide de critères musicaux en se basant sur le contenu de près de 40 000 pièces de musique répertoriées dans la base de données de WayMusic. Aujourd'hui, les auditeurs de musique écoutent davantage de musique en une seule année que leurs ancêtres du XVIIe siècle durant toute leur existence. Cependant, les services de musique en ligne demandent à leurs utilisateurs d'avoir une requête précise à l'esprit lorsqu'ils introduisent des mots-clés, un titre par exemple. À cause de ces limitations liées au langage, il y a un écart entre les attentes de l'auditeur et ce qu'il reçoit, au niveau du contenu musical. Il ne suffit pas de taper le mot gay pour recevoir comme premier résultat de recherche une pièce de musique qui nous mettra automatiquement de bonne humeur. C'est encore plus évident dans un moteur de recherche général. Si un utilisateur écrit, dans la case de recherche, quelles sont les pièces de musique similaires au Sacre du printemps de Stravinsky, les résultats incluent des liens vers différentes interprétations du titre, des pages consacrées à la vie de Stravinsky ou à son œuvre. Cependant, aucun titre similaire au Sacre du printemps sur le plan musical n'est évoqué directement dans les résultats et aucun lien pour écouter cette musique similaire n'est fourni. Tout reste à faire. Idem pour votre musique préférée. Cela signifie que l'auditeur ne reçoit pas de réponse à sa question d'origine. Ni les moteurs de recherche généraux, ni les services de streaming, ne sont programmés ni pour analyser le contenu musical d'un titre et fournir les résultats à l'utilisateur, ni pour établir des relations directes sur le plan musical entre différentes pièces de musique. Ce n'est pas leur raison d'être, mais c'est celle de WayMusic. L'équipe de WayMusic est passionnée par sa mission, qui est de créer une innovation technologique dans le domaine de la musique qui a pour but d'aider tous les auditeurs de musique à la comprendre plus en profondeur. Développé par un ingénieur en informatique reconnu pour son expertise au sein de l'industrie du logiciel musical, WayMusic est davantage qu'un algorithme qui recherche des accords ou des mélodies, c'est le premier moteur de recherche musicale au sens plein du terme. Ensemble, renforçons les acquis de l'évolution technologique dans le domaine de la partition de musique et permettons-nous, d'aller plus loin dans notre recherche. Nous vous invitons à tester WayMusic sur notre site internet.